Salam alaikum, Azul, bonsoir. Lorsque nous sommes malades, nous allons voir le médecin, même si nous nous doutons un peu de quoi nous souffrons, puisqu'en termes ferroviaires, comme on dit, un train pourrait en cacher un autre. Le docteur nous reçoit, examine notre mine, nous scrute sous toutes nos coutures, prend notre pouls, notre tension artérielle, écoute notre respiration. Et même s'il parvient très vite à déceler les raisons qui nous ont amenés à lui, il n'en continue pas moins à nous bombarder de questions, jusqu'à remonter parfois très loin, jusqu'à l'état de santé de nos ascendants, jusqu'à s'enquérir de ce que nous mangeons, de nos états d'âme, des contrariétés que nous rencontrons dans notre quotidien. C'est un véritable interrogatoire sur nos antécédents personnels, familiaux, si nous avons subi des interventions chirurgicales, si nous avons des allergies, si nous prenons des médicaments. Et il arrive même qu'avant de nous prescrire ce pourquoi nous étions allés le voir, le docteur nous demande de faire un bilan, des analyses de sang, d'urine, de sel, des radios et une infinité d'autres examens. Et ce n'est qu'après tous ces préliminaires qu'il peut enfin faire son diagnostic pour pouvoir enfin nous prescrire un traitement et une conduite à tenir. Et il en est de la situation des sociétés et des peuples, comme il en est des individus quand les uns et les autres se trouvent dans des situations qui nécessitent un diagnostic et un traitement pour guérir d'une situation pathologique qui les affecte, les uns et les autres. Oui, pour les peuples aussi, qui sont dans des traumatismes, dans la normalité et tout particulièrement dans l'anomie, il faut procéder à un questionnaire, à une série de questions pour obtenir des réponses sur les causes profondes de la déchéance, de la crise et des malaises qui les affectent. Il n'y a pas de peuple naturellement en souffrance, de la même manière qu'il n'y a pas d'individu naturellement malade. Une maladie peut être héréditaire de la même manière qu'un peuple peut hériter, lui aussi, des traumatismes et des événements agressifs qui ont infecté sa mémoire, qui se transmettent à ses postures de génération en génération. À l'instar du questionnaire médical, qui peut permettre aux praticiens de diagnostiquer puis de traiter son traitement, le questionnaire sociologique et historique devrait être tout aussi incontournable pour quiconque tente de comprendre ce qui a provoqué l'effondrement des nations et comment en sont-elles arrivées à l'insoutenable situation qui est devenue la leur. Alors, quelques questions qui devraient tous nous interpeller et qui pourraient nous conduire à un commencement de compréhension, en attendant qu'un vrai diagnostic puisse être établi. Pourquoi certains peuples oppriment-ils d'autres peuples d'une façon ou d'une autre? Quelles sont les dispositions qui mènent les uns ou les autres à la situation qu'ils vivent? Qu'est-ce qui fait que les uns soient dans une dynamique d'oppresseurs et les autres dans celle d'opprimés? La colonisabilité telle que pensée par Melk Ben Nabi peut-elle
se décliner à toutes les tares collectives? Pourquoi ne pas parler en effet de corruptibilité, de rukhsabilité, d'esclavabilité, de baltagiabilité? Pourquoi et par quel mécanisme profond tous les peuples arabes ou dits arabes, tous les peuples musulmans, tous les peuples africains et dits du tiers-monde sont-ils opprimés, brimés, brisés, pillés, privés de leur dignité et de leur liberté par leurs propres dirigeants, eux-mêmes bien souvent agents de puissance internationale, qui les maintiennent parmi les un moyen à la tête de leurs peuples respectifs? Pourquoi? Et pourquoi au sein de ces peuples opprimés, les meilleurs alliés des régimes prédateurs qui les oppriment viennent-ils des catégories les plus déshéritées de ces mêmes peuples? Pourquoi ces régimes trouvent-ils leurs meilleurs alliés au sein du même peuple qu'ils oppriment? Des soutiens bien souvent achetés à vil prix et qui se trouvent toujours, ces soutiens, pour pouvoir se déployer, qui se trouvent toujours des prétextes cousus de fil blanc pour justifier leur honteuse attitude. Oui, c'est là une posture systématique. Jamais ces nervis, qui aident très fortement à l'oppression de leurs propres frères, n'avouent les vraies raisons, toujours sordides, toujours honteuses, de leur engagement aux côtés des régimes qui vampirisent leurs frères. Vous ne trouverez aucun soutien du régime, aucun baltaji du régime, venir vous dire qu'il est avec la mafiocratie parce qu'il y trouve son compte. Non. Il vous dira qu'il le fait, qu'il fait ce qu'il fait, parce qu'il refuse de voir son pays envahi par l'OTAN et par Israël, qu'il se mobilise parce que le Hirak est la créature de ceux qui veulent détruire l'Algérie, que lui-même appartient à la famille révolutionnaire, qu'il est Badissine aux femmes Bari, qu'il est impulsé par le sacrifice des Shuhada. Pourquoi ces mêmes soutiens du régime, beaucoup plus nombreux qu'on pense, et qu'on ne se l'avoue, ne se rendent-ils pas compte qu'ils sont en train de creuser la tombe de leurs propres enfants? Comment se fait-il qu'en cherchant à mentir à ceux qui cherchent à se libérer et à les intoxiquer de mille et une façons, ils se mentent à eux-mêmes, puisque bien souvent, ils finissent eux-mêmes par croire à leur propre propagande? Des questions de ce type sont très nombreuses et dont les réponses pourraient aider les peuples captifs à se sortir de la boue et de la gadoue où ils s'enlisent. C'est pour cela que ce ne sera que par l'information, par le débat d'idées, par la démystification, par la sensibilisation des plus fragiles, que viendra l'inéluctable fin de ces régimes despotiques. Les meilleurs alliés de ces prédateurs ne sont pas les puissances mondiales qui les maintiennent à la tête de leurs peuples respectifs, mais les esclaves volontaires de l'oppresseur. Oui, c'est à travers ces questions et les réponses qu'elles ne manqueront pas de susciter que la lumière sera faite sur ces vrais ennemis des peuples, ces Baltagia et ces agents de la contre-révolution qui nichent en leur sein comme autant de parasites, comme autant de champignons ravageurs, qui se sustentent du sang des nations dont ils disent, dont ils clament qu'ils veillent à leur protection contre l'ennemi
de l'intérieur et celui de l'extérieur. يما كتري من دعاوي ولادك راهم خارجين يمشيوا على الحرية يما ولادك متحضرين طالبين ديمقراطية هاك الورد زيد الياسمين في مسيرة سلمية عالتغيير معولين اليوم الشعبي ليبرالي ليبرالي الجيري ليبرالي ليبرالي الجيري اليوم الشعبي الشعب يلعب 10 والسيستم ما فهموش كوتسيزو يجيبها بارا ويماركي ما تحقروش 10 سنين تدمر 10 والو مازال ما شبعتوش وبربي هاد المرة والو ناضي ما تفوتوش الشعب ليبرالي ليبرالي الجيري ليبرالي ليبرالي الجيري الشعب Algérie, les 1001 rouages de la contre-révolution. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai ici avec moi Idir Ounouren, analyste politique. Idir, merci d'être avec nous. Je vous remercie, merci pour votre invitation et je salue mon ami Brahim que j'annonce avant toi. Voilà, Brahim Younsi donc annoncé, cadre du MDA de 82 à 88. Brahim Younsi, merci d'être avec nous. Merci de m'inviter. Je salue mon ami Idir. Je salue les téléspectateurs. Un prêté pour un rendu. Alors, nous avons avec nous Mahrez Bouish, enseignant universitaire, militant des droits de l'homme. Mahrez, merci d'être avec nous. C'est moi, Jamal Zulfilek Damqara, tes invités. Merci de m'avoir invité. Je salue de passage aussi Idir et Ibrahim et tous les Algériens qui sont en train de suivre l'émission. Merci pour l'invitation. On te salue aussi. Merci, merci. Alors, Mahrez, on va commencer par vous. La subversion, la contre-révolution, c'est les Algériens l'ont toujours vécu, hein, la subversion, la contre-révolution depuis 1962. C'est un des meilleurs moyens de ce régime de se maintenir à la tête de ce peuple opprimé, tout en lui faisant croire qu'on le fait pour son bien, pour le protéger de l'impérialisme, rappelez-vous, de tas de choses. Mais et au nom des Chouhada, de la Révolution de novembre, etc., etc. Mais en fait, depuis le Hirak, les Algériens l'ont découvert avec encore beaucoup plus d'acuité, puisque au début, tous les gens qui étaient un tant soit peu pour le régime rasaient les murs et se faisaient oublier parce que la chute du régime était inéluctable. Et puis, avec les mois et le réveil de cette contre-révolution menée par les chefs de l'armée, ils ont repris goût à la vie, j'allais dire, ces agents de la subversion, pour se manifester de plus en plus à travers 1001 moyens pour tenter de nous faire croire des choses. Et bien souvent, ils y ont réussi puisque, Mahrez Bouish, les agents, les alliés naturels ou non du régime sont beaucoup plus nombreux qu'on pense. À votre avis, Mahrez? Encore une deuxième fois, hein, merci Jamal. Avant de répondre à la question, bien sûr, des alliés naturels ou des alliés un peu extraordinaires qui ont soutenu le régime non seulement depuis le 22 à nos jours, mais depuis 1962, effectivement, vous avez posé une question de fond. Et je te remercie pour les dépôts qui, effectivement, sont très, très philosophiques parce qu'ils relèvent des questions d'ordre philosophique. La question de maître et esclave de Hegel, la question, bien sûr, de la lutte des classes de Marx, et aussi la question de la colonisabilité et de la soumissibilité, de la corruptibilité, etc. Est-ce que les gens, effectivement, sont nés pour être justement gérés par des systèmes dictatoriaux ou c'est la dictature les dictatures sont leur propre fabrication. Effectivement, on l'a constaté du moins d'une façon extraordinaire et je dirais alarmante depuis depuis le 22 février que le régime s'est inscrit directement
dans une contre-révolution, à défaut de mettre à genoux le mouvement, si je me permets de le dire, et de le maîtriser, parce que c'était un mouvement extraordinaire, c'était immaîtrisable. Le système, malgré qu'il a essayé de faire tout, il n'a pas pu le maîtriser. Il a essayé, effectivement, comme tu viens de le dire d'une façon extraordinaire, il a utilisé d'adopter quelques éléments, quelques moyens dans le cadre de la contre-révolution. Les éléments, bien sûr, il y a la subversion, c'est clair, mais les premiers éléments de la contre-révolution, on les a constatés depuis le mois de juin 2019, c'est-à-dire quelques mois, d'ailleurs, après le 22 février, c'est bien sûr les arrestations et la répression, et puis l'utilisation de la presse et des médias, qui ont joué effectivement un travail contre-révolutionnaire incroyable, en faisant appel même à des intellectuels du régime des Sérail, mais aussi ils ont utilisé la justice et par la suite, effectivement, la subversion qui est basée essentiellement sur, à mon avis, du moins sur quelques éléments, du moins 4 éléments. Le premier élément, c'est la théorie du complot. On l'a constaté d'ailleurs lors des discours de Gaïd Salah, c'est qu'à chaque fois, il fait appel à la question de l'ennemi interne et de l'ennemi externe, et il revient à chaque fois à la théorie du complot parce qu'il sait pertinemment, comme tu l'as dit, Jamal, dans les détails, qu'il y a des sensibilités qui sont des sensibilités historiques qui ont besoin d'ailleurs des analyses non seulement sociologiques mais psychanalytiques, qui est l'attachement au nationalisme chauviniste dans certaines régions. Et la théorie du complot, c'était justement inscrit dans cette logique. Comme disait d'ailleurs Pierre Bourdieu, une société n'est qu'un ensemble de fragilités. Celui qui détient les fragilités détient la société. Donc eux, certainement, ils ont fait appel à des spécialistes qui ont analysé profondément la société algérienne. Et on sait pertinemment qu'en Algérie, il y a un nationalisme très 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 fort, et à chaque fois qu'on fait appel justement à cette théorie du complot, l'ennemi intérieur et l'ennemi extérieur, qui est une stratégie qui date depuis 1962, c'est une manière justement de casser le mouvement. Deuxième élément dans la subversion, c'est effectivement l'idéologie. C'est un travail qui a été fait dans cette subversion en disant que le Hirak est infiltré par X, par Y, par des islamistes, par tel Coran, etc. C'est toujours dans cette possibilité, enfin dans cette stratégie de contrecarrer le Hirak dans le cadre contre-révolutionnaire. Troisième élément, c'est clair, c'est en utilisant l'islamisme, parce qu'à défaut d'une légitimité, le système s'est basé depuis 1962, peut-être Idir va donner d'autres éléments par rapport à ça, il s'est basé sur 3 éléments essentiels pour construire une légitimité. 1, l'islam ou l'islamisme. 2, c'est bien sûr la légitimité révolutionnaire. Et bien sûr, troisième élément, c'est le nationalisme. Donc ce qui fait, tous ces éléments ils étaient utilisés dans une logique de subversion, dans une logique de théorie du complot, dans une logique de toucher les sensibilités les plus profondes, historiquement d'ailleurs ancrées dans la société, pour non seulement arrêter le Hirak, mais pour faire peur aux Algériens de ce Hirak en disant le Hirak apparemment il touche aux fondamentaux, aux constantes nationales, et le diaboliser à travers, comme je viens de le dire, à travers tous ces éléments, tous ces moyens contre-révolutionnaires. Mais ce que je peux te dire pour résumer, tous ces moyens contre-révolutionnaires, ils n'ont pas été adoptés comme ça, d'une manière fortuite. Ça a été bien étudié, et il suffit justement de parler de la France en Algérie pour faire créer certaines sensibilités. Il suffit justement de parler du nationalisme, ou de langue arabe, ou de l'islam, ou de l'idéologie, ou d'autres questions qui sont des questions sensibles pour diaboliser X et Y. Tout à l'heure, je vais revenir sur les catégories, effectivement, les alliés naturels ou extraordinaires ou inventés, à tort ou à raison, par le régime. Ça va être l'objet d'une première question que j'ai posée à mes invités du plateau et à vous-même. Alors, d'abord, c'est vrai, avant de parler du sujet en lui-même, est-ce que nous pouvons identifier ces relais du régime, inconscients ou non, alliés naturels ou non? D'abord, qui sont-ils? Avant d'en arriver au sujet lui-même pour essayer de décortiquer. Qui sont ces agents
objectif de la contre-révolution. Objectif, ça veut dire qu'ils y sont, même s'ils ne l'ont pas voulu. Est-ce que nous pouvons les identifier? Ils sont, M. Benchenouf, ils sont dans la société. Ils sont dans la société, ils ont une part active dans la société. Ça peut être le petit jeune qui vend des cigarettes, ça peut être un comité de supporters de club, ça peut être une clientèle achetée, un tissu associatif complètement inféodé au pouvoir et qui perd sa crédibilité en tant que société civile. Il est à remarquer que le conseiller de M. Tebboune à la présidence de la République, pour moi, c'est l'élément le plus important de la contre-révolution. Parce qu'il a sillonné tout le pays avec des moyens extraordinaires pour lancer des phénomènes associatifs. Ceux-là sont à l'intérieur. Ceux-là sont des alliés naturels parce qu'ils y gagnent, ils ont des privilèges. Ils ont des privilèges, mais il n'y a pas que, M. Benchenouf. Oui. Et après, je laisserai la parole à Brahim pour aller plus loin. C'est qu'il y a aussi les clientèles à l'intérieur du système, ce que j'appelle moi les forces d'inertie. Les forces de blocage, les intérêts sont énormes. On connaît tous les conditions qui ont présidé à la nature du pouvoir, qui est un pouvoir pour moi antidémocratique. Donc, il n'est pas possible, il y a des clientèles à l'intérieur du système. Si Mahrez a parlé de l'islamisme, a parlé aussi de théorie du complot, sur la notion qu'on a de la France, ça rentrerait peut-être dans de l'usage du nationalisme un peu exacerbé. Oui, mais exacerbé plutôt. Oui, tout à fait, c'est ce que je dis, oui, exacerbé. C'est un chantier tellement énorme, je crois qu'une émission ne suffirait pas. Je crois que je resterai à ce niveau-là en parlant des forces à l'intérieur du système, ce que j'appelle moi les forces d'inertie de blocage. Celles-ci ont intérêt directement avec le système, parce que c'est un système rentier, bureaucratique, et pour en tirer d'abord des dividendes protocolaires. Ils vont se faire choisir chez le prof tout de suite, ils ont les moyens financiers, ils ont etc., etc. Et c'est aussi issu de la perversité du système. L'achat des... Brahim l'a très bien dit, là, je ne sais pas si c'était avec lui ou pas, quand il a parlé des consciences. Il a parlé à la dernière émission qu'on a faite lundi dernier, il a parlé des consciences, de l'éthique et de la conscience et de la morale. Et ils ont perverti ces valeurs essentielles, les valeurs qui font marcher, qui mettent en dynamique une société qui est saine. Vous avez parlé dans votre édito de cercle vertueux. Nous n'y sommes pas, M. Benchenouf. C'est ça le souci. C'est juste, oui. Allez. Alors, Brahim Younsi, juste pour rappeler que parmi ces soutiens objectifs du régime, alliés naturels, parce que privilégiés, sinon d'autres, des masses grises, non identifiables, mais qui sont dans le soutien du régime, qu'on le veuille ou non, pour des raisons et d'autres. Il y a parmi les privilégiés, il y a les organisations de masse, les gens qui ont des intérêts directs, crédits, etc., qui pensent que sans ce régime, ils ne pourraient jamais vivre comme ils vivent. Il y a les médias, il y a les organisations de masse. GTA, elles sont plus, enfants de Chouhada. Ils sont dans des déserts organiques. Ouais, les potentats locaux. Ça, oui. Les feudalités locales. Zaouïas. Les relais de l'État profond. Vous savez, le DRS est une organisation tentaculaire qui va jusqu'à la Dachara, hein, c'est pour vous dire. Sinon, dans tout ça, comment est-ce que vous pourriez stratifier cette nébuleuse d'alliés naturels du régime, et particulièrement ceux parmi eux qui sont des soutiens du régime à leur insu? Je crois que si Mahrez a posé le problème, moi je le pose comme ça. Oui. Sur le plan psychologique, toute société, toute révolution a généré ou a suscité une contre-révolution. L'histoire, on est plein. Oui, bien sûr, évidemment. De contre-révolutions. Ça coule de source. Et pourquoi il y a des contre-révolutions? En dehors de ce que vous appelez les alliés objectifs du régime ou du système, il y a des conservatismes. Les gens ont peur du changement. Les gens ont peur du changement. Donc il y a des conservatismes, il y a des habitudes. Rigidité. Oui, il y a des habitudes. Oui. Il y a aussi des intérêts. Et vous en avez parlé. Les intérêts viennent souvent en troisième position, les intérêts des gens.
les gens, quand ils voient qu'il y a la possibilité de changer, comme disait Jean Monnet, le changement, les hommes n'acceptent pas le changement que dans la nécessité. Et la nécessité ne se voit que dans la crise. Or, la crise est là. Et je crois que cette contre-révolution n'est qu'une écume, un écran de fumée. Je le crois et je le pense. N'est qu'un écran de fumée. Parce que la crise est là. Nous affrontons une crise politique réelle, une crise financière réelle, une crise sanitaire, une crise sociale, économique, etc. etc. Morale, une crise des institutions. Absolument, absolument. Les crises sont là et la crise est là. Donc le changement est indispensable et plus qu'indispensable, il s'impose. Il s'impose de lui-même. Je crois que la contre-révolution, si on peut l'appeler comme cela, cette perturbation, moi je l'appelle comme ça, je ne crois pas qu'il y ait une véritable contre-révolution, parce que cette contre-révolution essaye de maintenir un système, mais un système qui se finit, un système qui se termine. Et il n'y a pas d'idée. Alors que la révolution, et ce sont les révolutions les plus lentes, comme dirait Gustave Le Bon, ce sont les révolutions profondes. Et en Algérie, il y a une révolution profonde. Ce n'est pas simplement chasser le système. Il y a une révolution des idées. Moi, je perçois cela comme ça. Je vois de nouvelles idées. Et il y a une révolution, qu'on le veuille ou non. Et bon, bien sûr, moi, on en a parlé ici, avec Edir et avec vous, sur la révolution, y compris des mœurs. Il y a cette révolution qui est en soubassement, un changement total de la société algérienne. La société algérienne. Et bien entendu, vous avez les forces du conservatisme qui essayent de bloquer parce qu'ils ont compris. Parce leurs intérêts et le changement qui s'opèrent. La peur du changement et de l'inconnu. Tout à fait. Tout à fait. Donc, il y a ces choses-là. Moi, dans tout ça, quelque chose me gêne. Quelque chose me gêne. C'est que dans cette nébuleuse de relais du régime, naturel ou non, il y a deux choses qui me gênent. D'abord, que la multitude des soutiens, ça veut dire les gens les plus pauvres, les plus misérables, qui sont avec le régime, comme on dit nous, à l'insu de leur propre gré, parce qu'ils croient réellement ce qu'on leur fait manger par l'oreille. C'est-à-dire que c'est l'OTAN qui va nous attaquer, que c'est Israël, que c'est la franc-maçonnerie, qu'on veut détruire le pays, que ce Hirak est guidé de l'extérieur. Ça veut dire que ces multitudes de populations, comme on dit, je les mets entre guillemets parce que c'est très péjoratif, qui agissent contre le propre intérêt de leurs propres enfants. Parce que ce Hirak, il a tendance à les libérer. C'est l'inverse. Et attendez que finisse la deuxième partie. Et la deuxième partie, ce sont ces organisations de masse qui sont censées défendre par principe sacré, par exemple les enfants de Moujahidine, les Moujahidines. Vous imaginez les Moujahidines qui disent « Besm al-Shuhada » ou « Hada al-Hirak » Oulad Shuhada ou Shuhada, il devrait être du côté du Hirak parce qu'il est en droite succession du sacrifice extrême de ceux qui sont morts pour ce pays. Et là, c'est juste pour compléter ce qu'a dit Brahim, excuse-moi. Oui, oui. Brahim voulait dire, et tu me reprends après, Brahim voulait dire que l'impact de ces contre-révolutionnaires à différentes strates de la société, vous l'avez très bien évoqué, quoique je ne partage pas un peu avec vous l'histoire des organisations de masse, elles sont dans un désert organique, elles ont quelques relais, mais pas plus, avec une gestion désastreuse de M. Sidi Saïd à la tête de l'UGTA et tout l'impact qu'elle a eu sur le monde du travail. Je pense que Brahim voulait dire que la fraîcheur de la révolution, sa cristallisation autour d'objectifs politiques clairs, la contre-révolution animée par ceux qui sont légitimement à la produire, puisque fatalement, ne prendra pas. Parce que les forces de changement à l'intérieur du Hirak seront plus puissantes et peut s'inscrire aussi dans le temps qui serait un peu lent et long. Il est long et lent. Voilà. Je veux juste dire à Mahrez, vous pouvez interrompre éventuellement nos amis. On va essayer de discuter à bâton rompu. Donc, si vous sentez que vous avez besoin d'interrompre l'un de nos amis, n'hésitez pas à le faire. Brahim aussi. Vous dites que
c'est la population qui a le plus besoin du changement, Qui, qui soutiendrait, moi je oui. prends mes précautions, qui soutiendrait le régime, le système, etc. Moi je ne le crois pas. Je crois que c'est vrai que les populations les plus pauvres, ce sont celles-là qui sont à un moment donné, qui ont peur du changement. Qui ont peur du changement. Parce qu'elles ont beaucoup plus à perdre qu'à gagner. Elles n'ont rien à perdre. Non, non. Elles n'ont rien à perdre. Pour elles, elles ont à perdre. Oui. Elles ont à perdre. Parce qu'elles connaissent les repères qui sont les leurs. Tout cela, c'est psychologique. Il n'est pas de l'ordre du politique. ça relève un peu... Oui. Je précise ma pensée. Oui. Quand vous prenez le Hirak, les régions où il se pratique le plus, c'est l'Algérois, la Kabylie, un peu l'Ouest, un peu le... Mais les régions les plus misérables, celles qui souffrent de la pauvreté, du chômage, des potentats locaux, le Hugra, qui sont dans des régions où le chômage est à 80%. Ce sont ces régions qui n'ont pas participé au Hirak. Ça veut dire, ce sont les soutiens logiques, objectifs du régime par abstention, par défaut. Parce qu'il y a, je l'ai dit, il y a la peur du changement. Oui. Elles ont peur du changement. C'est la peur de l'inconnu. De l'inconnu, c'est ça, absolument. C'est la peur de l'inconnu. Il y a une peur du changement. Mais je n'ai pas fait d'enquête, mais je suis persuadé, et c'est comme ça que ça s'est passé dans toutes les révolutions. Vous avez des populations qui ont peur du changement, mais qui ne sont pas réfractaires au changement, qui ne sont pas réfractaires. Et nous savons que la révolution, Idir l'a dit à l'instant, à savoir que, pardonnez-moi, le mot est peut-être un peu savant, il y a une espèce de négantropie qui organise, un principe qui organise la répétez le mot. La négantropie. C'est-à-dire je viens de le dire, c'est le principe d'organisation d'un système, de la révolution, etc. Ces populations, à un moment ou à un autre, vont s'intégrer, voire s'agréger à la révolution. S'agréger. Oui, vont s'agréger. Ça veut dire venir après la dynamique. Après la dynamique. Ou pendant la dynamique. Absolument. Peu importe. C'est cela. Ce qui est cependant, à mon avis, cette contre-révolution est morte-née. Parce que nous l'avons vécu dans la révolution. Je ne vais pas citer les partis ou les personnalités, etc. Elle est pourtant en train de faire beaucoup de mal. Oui, mais... Quand vous prenez par exemple le Hirak parisien, il a subi un contre-coup massif de cette... C'est un... Oui, vas-y. Pour le Hirak parisien, c'est assez particulier. Oui, ça n'a pas eu beaucoup d'impact sur le Hirak de nos concitoyens. Mais là ça oui, mais pourquoi? Parce que peut-être que la problématique a été mal posée. Mais on ne pourra pas faire l'économie de parler de tout ça à un moment ou à un autre. Le souci, c'est quoi? C'est que, comme je dis souvent, c'est que si nous définissons un socle de valeurs dans lequel tout le monde peut se retrouver, c'est la base du débat. C'est-à-dire la citoyenneté, les libertés, on va plein de choses comme ça. Et avec, en plus, le primat du droit, comme j'y tiens absolument, et que c'est le droit qui doit nous assurer le vivre ensemble. C'est tout simplement. À partir de ce moment-là, c'est pratiquement réglé. Il faut qu'on arrive à comprendre cela. On aura balayé les peurs et les appréhensions. Tout à fait. Moi, pourquoi j'appelle, même en tant que berbère, pourquoi j'appelle à une reconnaissance mutuelle de toutes les composantes qui fondent la nation algérienne? Pourquoi j'insiste beaucoup sur la refondation de la nation? Je vais vous donner un exemple qui risque quand on dit c'est une terre, l'Algérie est une terre arabe et maintenant amazigh. Je suis désolé, c'est le début de la Freda. On n'utilise pas une terre. Ça, c'est un. Quand on dit que c'est une terre d'islam, je veux bien qu'aujourd'hui nous soyons une terre d'islam, mais est-ce que derrière, quand on dit c'est une terre d'islam, on ignore et on nie le passé anti-islamique, anti-musulman? C'est toutes ces questions. Donc, c'est pour ça que je dis que pour la société, pour nous-mêmes, nous avons un objectif politique. Restons sur le cadre politique d'abord et faisons ce que j'appelle, moi aussi, on en a parlé avec Brahim tout à l'heure, c'est-à-dire dans l'unité d'action. Il ne s'agit pas de faire une union, d'une unité d'action. Et dès qu'on aura trouvé les voies et moyens, ça va nous dégager l'horizon. Après, ce sera... J'ai écouté un peu hier l'émission qui rendait hommage à Hamid Mahdi. Et bien entendu, ce qui
ce qui caractériserait cet homme, moi j'ai vécu 2 phases de Abdelhamid Mehri, mais je ne vais pas en parler, mais c'est qu'il y a eu, à travers le contrat, ou le contrat national fait à Rome, et c'est là où il y a eu ce que certains emploient mal, le terme de compromis historique. Il y a eu un compromis historique. Oui. Et il y a eu un compromis historique. Réellement le terme adapté. Absolument. Et pourquoi il y a eu, pour revenir à ce que vient de dire Idir, il faut le dire, le Front islamique du salut a fait son compromis historique comme l'avait fait le PCI dans les années 70. Parce qu'il a renoncé à un certain nombre de choses. Il faut le reconnaître. Oui. En 1995, il y a... Et puis, jusqu'à aujourd'hui, il ne revendique pas la souveraineté divine, il revendique la souveraineté populaire. Ce qui pas dans le cadre d'un pouvoir religieux, il faut qu'il l'affirme. Ah oui, mais évidemment. Voilà, la souveraineté populaire, c'est le peuple qui décide de ses lois, qui décide de son système politique, etc., etc. C'est la souveraineté. Passer de, entre guillemets, pour certains, de la souveraineté divine à la souveraineté populaire, c'est un pas de géant. Oui. C'est un compromis historique dans le vrai sens du terme. Absolument. Dans le vrai sens du terme. Donc, ce pas de géant a déjà été fait dès 1995, sinon avant 1995. Et nous allons donner la parole à Mahrez Bouich. Vous vouliez nous parler des différentes catégories de ces agents de la contre-révolution, de ces relais de la contre-révolution, Mahrez Bouich? Effectivement, mais avant que j'évoque cette question de catégorie, je voulais revenir sur deux points que je trouve assez intéressants d'ailleurs, évoqués par Brahim ou Idir. Premier point, effectivement, je rejoins Brahim quand il parle de la peur du changement. Effectivement, la peur du changement en Algérie existe et il existe en quelque sorte en deux niveaux. Elle existe déjà au niveau du système lui-même qui refuse catégoriquement, du moins, d'y aller vers une politique de réforme, par peur, soi-disant, qu'il va y avoir la montée des forces non démocratiques. Il s'est caché derrière cette question depuis des années. Non seulement il refuse le changement, mais il refuse même d'opérer des réformes profondes. Pourtant, il avait la chance d'y aller à des réformes profondes, que ce soit politique et économique, que ce soit les années 80, que ce soit les années 88. Et effectivement, cette peur du changement, elle existe au niveau du système lui-même, et d'ailleurs, il s'entête à nos jours. Mais la peur du changement aussi, elle existe, et je vais l'expliquer tout à l'heure avec des détails, au niveau de la société elle-même, pour des raisons multiples. Ça, c'est un point assez important. Deuxième point, par rapport à la contre-révolution. Effectivement, ce qui est connu théoriquement, que quand il y a une révolution, certainement qu'il va y avoir une contre-révolution. Mais moi, je pose la question, et je ne donnerai pas bien sûr la réponse. Est-ce que, certes, le système, bien évidemment, il a mis en place une contre-révolution, et j'ai expliqué d'une manière un peu rapide tout à l'heure les moyens utilisés par le régime lui-même, mais est-ce qu'il n'y avait pas une contre-révolution au sein du Hirak lui-même, c'est-à-dire une contre-révolution qui est menée, soi-disant, par certaines personnes qui étaient du Hirak? Parce que c'est une question assez importante, et je pense que chacun de nous va essayer de répondre à cette question. Effectivement, le système, il a mené une contre-révolution, mais est-ce que des partis du Hirak n'ont pas mené aussi ces contre-révolutions pour peut-être des intérêts X et Y? Revenons maintenant à la question des catégories, ou ce qu'on appelle généralement les relais. D'abord, nous avons plusieurs relais. Il y a des relais naturels, que ce soit nationaux ou internationaux. Il y a des relais et des alliés objectifs, il y a des alliés organiques, il y a des alliés de soutien indirect. Bon, généralement, je peux schématiser la question de ceux ou les catégories généralement inscrites dans la contre-révolution ou
des catégories qui soutiennent le régime, non seulement depuis la mise en place de la contre-révolution par le système, mais depuis pratiquement 1962. C'est un peu un schéma théorique, mais qu'on peut le projeter à l'histoire politique de l'Algérie depuis 1962. Nous avons 4 catégories à Jamal. La première catégorie, contrairement à ce qu'on pense, oui, en Algérie, il y a ceux qui sont convaincus que seul le régime en place, qui demeure d'ailleurs depuis 1962, qui peut sauver la nation. C'est des gens qui sont non seulement convaincus à Jamal, mais ils sont certains, ils ont la certitude que seul le régime peut sauver la nation, peut gérer l'Algérie, et c'est des théoriciens, on peut trouver parmi eux des gens du système lui-même, bien évidemment, on peut trouver des théoriciens de la dictature, ça existe. On a lu ces derniers mois des articles de certains écrivains, de certains journalistes, ils font l'éloge de la dictature le plus normalement du monde, et aussi il y a les théoriciens de l'État, de l'État tout, c'est-à-dire l'État il doit exister, c'est l'État qui peut faire tout, etc. Le reste, c'est de l'qatar' ou c'est la foule, et le peuple n'est pas encore conscient, il n'est pas encore mûr, n'a pas encore la maturité. C'est des gens qui réfléchissent comme ça, et on peut citer des dizaines de gens qui sont, je peux dire, d'un niveau intellectuel assez important, mais ils sont convaincus. Ça, c'est la première catégorie. Mahrez, n'oubliez pas qu'il y a d'autres catégories. Dans cette première catégorie, ces gens dont vous parlez, ces intellectuels, j'allais dire, organiques presque, de service, ils ne peuvent pas être convaincus puisque ce sont des intellectuels et qu'ils ont donc la possibilité d'appréhender les phénomènes. C'est que donc ils sont au service de ce régime. Mais le problème ne se pose pas en ces personnes, il se pose en les personnes qui les croient, qui boivent leurs paroles, qui boivent leur propagande. Et c'est là où vous ne m'avez pas suffisamment convaincu, vous, Ebrahim Younsi, quand vous dites que les gens ont peur du changement. Les populations les plus défavorisées, les plus misérables, ceux qui sont dans l'arrière-pays, dans ces zones d'ombre, comme on dit, ils ne peuvent pas avoir peur du changement parce que rien ne peut être pire. Ils sont en train de souffrir de toutes les épreuves possibles et imaginables jusqu'à la faim, jusqu'à l'indignité, jusqu'à l'impossibilité de nourrir dignement leurs enfants, jusqu'à l'impossibilité d'envoyer leurs enfants à l'école, jusqu'à l'impossibilité maintenant de se soigner dignement, normalement, j'allais dire, comme toute population un tant soit peu développée. Donc, on ne peut pas dire convaincus, ni les uns, ni les autres, ni ceux qui sont en train de subir ce qu'elles subissent, ces populations, ni ces intellectuels dont vous parlez qui sont convaincus de ce qu'ils disent. Ça ne se peut pas, puisqu'ils sont en train de prêcher l'impossible. Je vais revenir tout à l'heure. La 4e catégorie, justement, c'est ces gens-là marginalisés. Tout à l'heure, je vais en revenir. Mais ce qui est important, c'est que dans la première catégorie, c'est qu'il y a des gens qui soutiennent le régime parce qu'ils sont convaincus que le régime est le seul qui peut sauver l'État, qui peut garder la paix, qui peut éviter le chaos, etc. Deuxième catégorie maintenant, il dit tout à l'heure il l'a bien expliqué, effectivement, c'est une catégorie de gens, de ceux qui ont toujours bénéficié des intérêts, des privilèges, soit du haut responsable ou simple fonctionnaire d'une simple administration locale. C'est-à-dire c'est des gens qui sont conscients d'une seule chose à Jamal, c'est que dans cette deuxième catégorie, ces gens-là, ils sont conscients d'une chose. C'est le départ du système veut dire simplement leur départ et la fin des intérêts, de leurs privilèges que le régime donne à chaque fois à ces gens-là, bien sûr, pour avoir des soutiens. Nous avons les opportunistes, la clientèle, nous avons les organisations de masse. D'ailleurs, les organisations de masse, elles sont déjà créées par le système lui-même pour jouer au préalable le rôle du soutien. Quand on parle des organisations... Du rempart. Je vais ici. Oui, la grande partie de l'organisation de masse. Il ne faut pas oublier que le 3e mandat
de Bouteflika, ça a été, je dirais, assuré par ce qu'ils appelaient à l'époque la coordination nationale des associations pour le soutien du programme du président. Et on a vu à ciel ouvert des milliers, je dirais peut-être d'associations de soutien, d'organisations de masse qui ont été créées pour jouer ce rôle. Du moins, la troisième catégorie, la plus importante, Jamal, la troisième catégorie, c'est que c'est une catégorie de gens qui ont soutenu le régime dans cette contre-révolution et même avant, c'est des soutiens pour des raisons idéologiques. On a toujours gardé en tête, quand on lisait un peu les livres d'histoire, le fameux soutien critique, c'est-à-dire il soutient le régime à condition en faisant des compromis, à condition que le régime accepte d'introduire des idées idéologiques. Je peux vous citer des exemples. Le fameux soutien critique du PAX avec Boumediene. Du PAX et des islamistes, par exemple les islamistes du MSP, qui disaient à l'époque en faisant des compromis. On peut faire un compromis avec le système tant que le système accepte de nous donner du moins, nous donner la possibilité de gérer l'école, la justice et le commerce. Oui. Et c'est la même chose ces derniers temps. Il y a des partis qui ont été une partie intégrante du HERA, qui ont rejoint le système par un soutien, bien sûr, idéologique. Et soutien idéologique, il ne faut pas le remettre en cause parce qu'il est important. Tant que le régime accepte des idées idéologiques, ces partis prenantes, que ce soit des partis politiques ou des intellectuels ou des hommes politiques, tant que le régime accepte d'intégrer certains éléments idéologiques, eux, ils font des compromis. C'est des réalités qu'on a constatées dernièrement. Exemple, avec tout le respect que je dois à Gilles Jadid, mais Jadid, il a été dans cette logique. Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais certainement, on a... La quatrième catégorie, c'est ce que tu viens de dire, Jamal. Écoutez, la quatrième catégorie, j'ai dit, c'est un soutien indirect par naïveté. Il ne faut pas oublier le problème qui se pose. On l'a vécu en 2011. Quand il y avait la CNCD en 2011, je me rappelle quand on était à Alger faire des marches, les gens nous disaient à l'époque que terrorisme baraquette. Les gens préfèrent de mourir de famine que de mourir par le terrorisme. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont été traumatisés et parmi les éléments qui provoquent ce sentiment de peur du changement, c'est les traumatismes. Il ne faut pas oublier que la société algérienne, que j'ai dit tout à l'heure, qu'il faut l'analyser profondément à travers, bien sûr, la psychologie ou la psychanalytique ou la sociologie, c'est une société traumatisée. Elle a vécu des drames affreux. Donc cette catégorie, la quatrième catégorie, c'est que ce sont des gens qui sont otages d'abord de la peur, de la naïveté, du traumatisme psychologique, d'un lugubre passé horrible, du terrorisme qui a ravagé. Donc c'est des gens qui... Et tout ça organisé par la propagande qui distille à travers les images, qui rappelle, qui instille, qui distille. Effectivement, ça fait partie. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? J'ai dit ce système, il n'est pas, je dirais, il n'est pas ignorant certainement. Il a en profité de plusieurs sensibilités ancrées dans la société algérienne. Bien évidemment qu'il utilise sa marge de manœuvre, elle est à la base d'une connaissance préalable, bien évidemment, de l'appareil psychique des personnes, comme disait l'autre Gustave Le Bon, de la foule. Donc ils ont étudié la foule, ils ont étudié bien évidemment la société algérienne, et ils savent pertinemment que l'Algérie, elle est victime d'une ambivalence culturelle, elle est victime d'une violence cyclique qui a provoqué tout le temps des traumatismes et des séquelles, et il essaye d'en profiter, il essaye d'investir un peu ces questions-là pour faire peur. Donc, à l'intérieur du pays, moi j'ai été autant que militant politique, militant des droits de l'homme pour installer les bureaux de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme. J'ai vu, bien évidemment, j'ai vu le marasme social. Oui, j'ai vu la misère la plus horrible. Mais le problème qui se pose, c'est qu'il y a ceux qui soutiennent le régime, c'est pas par soutien direct ou par amour, ou par adhésion, ou par allégeance, ou par soutien idéologique, non. C'est parce que, comme tu viens de le dire, d'abord, les Algériens au même titre, ils ont été tous victimes d'une situation économique et sociale désastreuse, mais aussi
ils sont à nos jours traumatisés de ce qu'on a vécu depuis pratiquement longtemps. Et restez avec nous, Maher, je reviens à vous dans un moment. Brahim, si vous vouliez commenter quelque chose? Non, c'est quand Maher a parlé de la foule. Oui. La révolution à l'œuvre en Algérie est tout sauf une foule. Il a parlé de Gustave Le Bon dans sa... Oui, mais là, c'était justement... Oui. Ça n'a pas de... La foule, la révolution qui est à l'œuvre aujourd'hui n'a aucune caractéristique de la foule. Mais le régime a cette perception. Mais il peut en avoir cette perception. C'est la raison pour laquelle... Le Rachi. Oui, mais lui peut voir ça comme le Rachi. Oui. C'est la raison. Régime. C'est le régime. Je parle du régime, évidemment. Il peut voir cela comme cela. Or, ce n'est pas le cas. Oui. Cette révolution n'est pas du tout une foule, dans le sens que lui donne Gustave Le Bon, justement. Pourquoi? J'ai parlé de la négantropie, parce que cette révolution est en train de, pas seulement mouvement, en train de s'organiser. Malgré tout, elle s'organise. Il y a un système d'organisation marchand, d'une part, et d'autre part, par les slogans qu'elle émet, par le but qu'elle vise, etc., etc. Et puis, il y a une chose importante, me semble-t-il. Une foule, par principe, c'est une dynamique de gens qu'on draine, qu'on traîne, qu'on oriente, qu'on canalise. Je ne cite pas Gustave Le Bon, mais une foule est presque irrationnelle. Elle utilise l'irrationnel. Or, cette révolution n'est pas dans l'irrationnel. Elle est dans le rationnel. Elle pense et elle réfléchit, elle est dans la raison. Elle est dans la raison. Elle n'est pas dans Parce qu'elle a un objectif. Oui. Ouais. Oui, elle a un objectif. Elle n'est pas charriée, non. Elle a un objectif. Non, elle a un objectif. Bon, maintenant, certains, vous appelez ça contre-révolution, moi j'appelle ça perturbation. Ensuite, cette contre-révolution, qu'est-ce qu'elle a produit comme idée? Nous connaissons, bon, je connais un peu mieux la Révolution française, mais la Révolution française, vous avez un certain nombre d'intellectuels contre-révolutionnaires. Joseph de Maistre, de Bonald, et notamment Rivarol. Le fameux Rivarol, très éloquent, etc. Ouais. C'est-à-dire que la contre-révolution a aussi s'est attaquée aux idées. Elle rentre dans l'équation de la révolution. Absolument. Elle s'attaque aux idées, la contre-révolution. Voilà, aux idées novatrices de la Révolution française, à savoir que la société doit être fondée sur la raison. Mais là, ce sont des théoriciens de la contre-révolution. C'est pas seulement, non, mais les théoriciens voient le mouvement révolutionnaire. C'est-à-dire qu'ils voient qu'il y avait une raison dans la Révolution française. Et la Révolution française a été faite sur la raison. Sur la raison. Alors, ils ont utilisé à la base, c'est une révolution bourgeoise. Absolument. Absolument. C'est la raison pour laquelle moi, je ne peux pas parler de contre-révolution en Algérie, tout simplement parce qu'il n'y a pas véritablement de contre-révolutionnaire. Une idée de la contre-révolution, c'est le maintien d'un système. Comment on peut la qualifier? De réaction? Moi, c'est une perturbation. De subversion? Ça peut être la subversion. C'est une perturbation qui est momentanée. Il ne faut pas oublier que cette révolution algérienne, nouvelle, n'a été arrêtée par rien d'autre que par la maladie, entre guillemets, par la pandémie. Si ce n'était la pandémie, peut-être que pas les réfractaires... À Paris, ça n'a pas été le cas. Non. À Paris, la pandémie n'a pas arrêté les manifestations. Par contre, la contre-révolution l'a réellement infestée. Paris, c'est un contre-exemple. Paris, c'est un contre-exemple. La révolution en Algérie a coagulé tout le monde, a coalisé tout le monde. Et je l'ai dit tout à l'heure, ceux qui jouaient la perturbation dans la révolution à partir de février et après février, Maher vient de le dire, il les a nommés, ont été immédiatement exclus, chassés de cette révolution. Ce qu'il y a à dire par rapport à ça, parce qu'il faut reparamétrer la révolution, parce que ce n'est pas une élite politique ni une élite intellectuelle qui a appelé au peuple algérien à s'élever contre le 5e mandat. C'est sorti à la limite, je dirais, ex nihilo, comme ça. C'est une révolution populaire. C'est très important. Ce n'est pas une révolution bourgeoise, c'est une révolution populaire, ça c'est un. Le type de contre-révolution, comprenez quelqu'un comme Trotsky.
au-delà de l'animosité qu'il avait avec Staline, mais c'est au-delà de ça. Oui. Mais il avait une ligne politique qui était en complète contradiction avec celle de Ce Staline. n'était pas de la contre-révolution pour autant, même si Staline le qualifiait d'État. Ils ont taxé Trotsky et ses camarades de Ça, contre-révolutionnaires. c'est l'ordre du discours. Oui, Le parce discours que de l'ordre. voilà, Ah, ils vous disent, il est sorti de la ligne du parti, quoi, carrément, donc il fallait l'exclure. On sait très bien le destin tragique de Trotsky. Et comme je disais, cette histoire de... Pour revenir à ce que disait Mahrez Ibrahim, quand vous avez interpellé sur les zones d'ombre, c'est cela qui était... N'oubliez pas la notion de l'État, ces gens-là, la notion de la révolution, la notion du sacrifice, la notion des martyrs est très importante. Absolument. Et puis l'État, dans sa conception, ça a toujours été un État redistributif. Ça a été un État redistributif. Comment peut-on considérer un régime prédateur? Parce que moi, je viens de ces régions-là, donc je connais bien la mentalité qui imprègne ces mentalités. Les gens considèrent, quand vous vous attaquez au régime Tebboune, par exemple, que vous vous attaquez à l'État. C'est ça. Que vous attaquez au Chouhada. Tout à fait. Que vous attaquez à la nation, que vous menacez la pérennité de l'État. Comment en sommes-nous arrivés là, Vous savez à ce prisme déformant au point où nos pires ennemis nous semblent être nos dignes représentants? Tout à fait, parce qu'en fait, c'est une différence d'appréciation et d'approche entre les gens qui sont dans le Nord, où il y a les universités, où il y a eu une dynamique, où il y a eu des événements sociaux, des revendications, des cultures de résistance, des cultures... Et tandis que dans ces régions-là, le poids de la précarité économique, le poids du climat, je parle de votre région particulièrement, le poids de tout ça, et l'État... Des potentats locaux. Oui, ça c'est que les féodalités locales, c'est clair. Oui, des organisations de masse qui ont prise sur... Oui, mais les organisations de masse, là, aujourd'hui, avec ces histoires d'anciens moudjahides, c'était une rente supplémentaire, c'était des clientèles supplémentaires qu'on achetait. C'est toutes ces questions-là. Je voulais juste revenir par rapport à Mahrez. Quand il a dit le soutien critique, vous avez dit le soutien critique du PAX des années 70, bon, les conditions dans lesquelles le PAX a adhéré à la révolution agraire, etc. Voilà, tout à fait. Mais on ne peut pas mettre au même niveau le partenariat des islamistes dits modérés de Hamas, de Tej, au même niveau. C'est pas absolument, possible. Ce n'est pas... Les autres étaient dans un cadre idéologique. Moi, je ne connais pas, à ma connaissance, Brahim pourra peut-être m'éclairer, de politique d'entrisme qui réussit. Je suis d'accord avec vous, ce n'est vraiment pas la même approche. Je ne pense pas. Donc c'est juste, Mahrez, un peu de précaution. Tu m'excuseras. Il ne les a pas comparés. Non, il a cité des exemples qui sont dans le même prisme. Alors, mais accuse pas, Mahrez, je retire ouais. ce que j'ai dit, j'avais mal compris, excuse-moi. Peut-être un seul entrisme a réussi quelque part. C'est l'entrisme du PCI dans le Parti socialiste français. il a bien réussi. Vous voulez dire quelque chose? Oui. Ce que je veux dire, c'est que vous parlez de populations. Ce sont les populations qui... et cela encore est un phénomène psychologique. Qui ont une espèce d'histoire qui vient de très loin. Celle par exemple, du Beylika. Ensuite, la colonisation française, c'est-à-dire la déification à la fois du beylik, de celui de l'autorité, de l'État colonial, même si certains ont résisté, bien entendu, à l'État colonial pendant toute l'histoire de la colonisation. Et puis, il y a l'État algérien. Mais je crois que cette population-là est en distinction, est en voie d'extinction. Vous avez une jeunesse rurale qui aussi participe. Qui échappe un peu à l'emprise, à ces emprises. Alors que cette révolution, c'est aussi une révolution de la jeunesse. Et une révolution des idées, je l'ai dit tout à l'heure. Moi, je ne crois pas à cette masse importante de nos compatriotes des campagnes qui soutiendraient comme ça l'État, le régime, etc. Parce que elles ont peur pas seulement de perdre des intérêts colossaux. Ce sont ceux qui ont des intérêts
colossaux qui pourraient rejoindre la révolution parce qu'ils y voient plus d'intérêt pour eux. Eux qui n'ont jamais vu une petite infirmerie ou un médecin, c'est l'État qui paye le médecin, c'est la médecine gratuite. Tout ça. C'est dans ce cadre-là, dans cette mentalité-là, c'est le refus le changement produit. Voilà, le changement, cette angoisse. Il y a beaucoup de gens qui ont peur du changement. Or, la règle aujourd'hui de la grande masse, je n'aime pas ce mot, des Algériens, des révolutionnaires, ceux qui sont sortis, ceux qui veulent aller jusqu'au bout, faire aboutir cette révolution, la mener à sa destination véritable, ces gens-là sont dans le principe que de rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Alors, juste une parenthèse avant de vous poser une question importante. Pourquoi c'est une vraie question que je pose. Je ne fais pas semblant de poser une question. C'est une vraie question que je pose parce que moi-même, je n'en connais pas la réponse. Pourquoi il est un peu péjoratif de dire population au pluriel, alors que ça ne l'est pas quand on dit catégorie sociale, par exemple? Les catégories sociales. Pourquoi quand on dit les populations, tout le monde trouve que c'est péjoratif, que ça a une connotation coloniale? Non, moi je ne vois pas ça de cette façon-là, parce qu'il y a des populations rurales, des populations urbaines, et dans les populations rurales, il y a des catégories sociales, il y a les possédants, les propriétaires. Mais n'en demeure pas moins que les populations, dans l'appréhension parce que de c'est une beaucoup de gens, expression, effectivement, qui était un peu méprisante. Voilà. Et pourquoi ça l'est? Ça ne devrait pas. C'est très objectif. Parce que le colon l'employait comme ça. Le colon l'employait beaucoup. En forme de les populations, implicitement on pense à la notion de peuple. Oui. C'est toutes ces questions-là. C'est un peu comme si on prenait le peuple et qu'on l'avait un peu dégradé, quoi. Mais bon, je voulais vous poser une question un peu. Alors, parmi ces relais de la subversion ou de la contre-révolution ou de la... de la perturbation, ils perturbent. Pardon, à la place de la République, il n'y a que de la perturbation, ce n'est pas de la contre-révolution. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'avec du recul aujourd'hui, quand on a vu leur action sur le terrain du Hirak, aujourd'hui il y a 3 catégories de ce genre de relais qui sont très éloignées les unes des autres, par le statut, par l'appartenance, par la diversité intrinsèque qui les constitue, que par comment dire, par leur formation même. Sauf que les 3 que je vais vous citer, ces catégories de subversion, les 3 ont eu un effet ravageur sur le Hirak. Alors je vais les citer. Le premier relais, c'est la justice, celui de la justice, les magistrats qui se sont révélés un véritable bâton contre le Hirak. Il y a aussi cette catégorie des intellectuels de service qui écrivent des livres, qui donnent des conférences, qui apparaissent à la télévision et qui n'en font pas moins de mal dans l'appréhension de la soupe, quoi. Voilà, absolument. Et enfin, il y a la 3e catégorie, et là vous comprendrez pourquoi je dis qu'elles sont très éloignées les uns des autres, les baltagias du terrain. Je vous rappelle cette histoire de baltagias de Borj Bouharerich. Vous en rappelez? Borj Bouharerich était devenu un bastion du Hirak. Pourquoi? Tout simplement parce que tous les gens qui venaient de Sétif, de Batna, de Khenchela, qui allaient vers Alger, comme ils étaient bloqués par le blocus de l'autoroute pour accéder à Alger, et qu'ils voulaient faire le Hirak. Ils faisaient masse critique là-bas. Ils faisaient masse critique à Borj Bouharerich, ils rejoignaient les Hirakistes de Borj, et ça a créé un pôle hirakiste absolument faramineux, fabuleux. Et donc, il fallait absolument que le régime casse, parce que ça menaçait réellement le régime. Ils se sont dit, si ça se produit dans les autres régions intermédiaires entre les petites bourgades et Alger, de l'ouest, les petites bourgades et Alger de l'est, de sud, ça va faire boule de neige. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ramassé tous les baltagias de la région de Borj. Ils leur ont fait une distribution générale de psychotropes et de ztla, de téléphones portables et de grosses liasses. Et ils les ont lâchés contre les hirakistes qu'ils ont massacrés, y compris des femmes à coups de bâton, de coups de chaussures sur le visage, etc., etc.
Et donc, comment expliquez-vous que ces trois catégories d'agents de la subversion, les Baltagia, j'allais dire de base, la justice et les intellectuels de service puissent aller converger dans le même sens au service du régime et contre la révolution? La même question sera posée à Maher Zebouich, qui pourra intervenir à tout moment. Les Baltagia, c'est des gens qu'on paye pour faire ce boulot, ce sale boulot. Les intellectuels de service et les la intellectuels justice de service aussi. Non, je parlais, Ouais. quand je dis les Baltagia, c'est-à-dire de base, vous avez dit, qui vont agresser des femmes dans les rues, qui vont faire porter le chapeau sur une catégorie de personnes ou pas, etc. Et puis, moi, ça va plus loin que ça, parce que les intellectuels, il y en a quelques-uns j'en connais. Il y en a un qui est un ami à moi, qui est supporter de ce régime militaire. Quant à lui dire qu'il est moralement, on va dire, corrompu, compromis, je le lui dis, il se reconnaîtra. Il y en a qui gardent un peu de réserve, mais l'instrumentalisation globale, moi je me dis qu'ils ont théorisé la contre-révolution, mais comme a dit Ibrahim, et j'étais d'accord avec lui, et je crois que Mahrez aussi l'a dit, c'est que ça ne va pas impacter durablement le Hirak. Il a parlé de perturbation, moi je dirais un peu plus. On va arriver, parce qu'on ne fera pas l'économie de parler de choses, de rentrer dans le dur, et ça on l'a dit bien avant le Hirak à la limite. Hein. Donc ça c'est très important. Deuxièmement, ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de votre question, c'est que le système, et plus particulièrement ces clientèles, on va dire, qui sont dans les corps constitués, cassent toutes les autonomies des groupes de personnes, des collectifs. Leur but, c'est de casser, de fractionner les économies. De fractionner tous les groupes, tous les collectifs. Ils ont essayé à Paris. Ils sont presque arrivés à leur fin. Heureusement qu'il y a eu un sursaut pour préparer la marche du 21 pour une agora unique. Mais tout ce qui est autonome par rapport au pouvoir, on s'explique, hein, par rapport au pouvoir, est ciblé, il faut les fractionner. Ça, c'est un. Et deuxièmement, ils ont voulu, et beaucoup de mouvements ont joué ce jeu-là, bipolariser encore une fois et recontextualiser le Hirak pour les années 90. Ça, c'est un. Or, il y a un changement de contexte. Pour moi, en 90, l'armée était à la limite l'élément constitutif principal de la crise. D'accord ? Et évidemment, il y a eu le courant islamiste, il y a eu les démocrates, ça a donné ce que ça a donné. Bref. Aujourd'hui, on veut nous ramener à la case départ. Or, ce n'est pas le même contexte, du tout. On a une révolution populaire, il y a une communauté de revendications, si j'ose m'exprimer ainsi, qui est exclusivement politique au départ. Exclusivement politique, à la différence de la révolution tunisienne, qui était basée sur l'économie et des revendications socio-économiques. Donc, je dis que ce n'est pas le même contexte, et que ceux qui ont joué... Le facteur idéologique est totalement absent du Hirak, pour le moment du moins. Pour le moment du moins. Il y a eu quelques velléités, mais ça, je dirais, c'est la 20e décimale. C'est pas significatif Ceux qui du ont tout. essayé sont ceux qui ont essayé de casser le Hirak. Ben oui, mais justement, Pas l'inverse. Mais ça veut dire, initialement, à l'origine, il n'y avait pas de revendication idéologique. ils ne peuvent, entre guillemets, moi je crois qu'ils ne parviendront pas. Ils ne parviendront pas. C'est d'introduire la question idéologique. Oui. Pour obtenir un sujet dont nous allons parler, pour aboutir à la bipolarisation. C'est ça qui... Parce que la le danger, bipolarisation, ça veut dire confrontation. Juste pour terminer, c'est qu'aujourd'hui, dans le contexte d'aujourd'hui, le commandement militaire tient tout. À la limite, il est plus fort que celui de 91. Absolument. 92, ça c'est un. Tout à fait d'accord. Il maîtrise l'agenda. Il a ce qu'on appelle Weber, la force légitime de répression. Il a tous ces atouts-là. Et il va jouer l'arbitre entre ces groupes de personnes qui s'écharpent, alors que dans la séquence historique que nous vivons, seule l'unité d'action, je ne dis pas d'union, moi je suis différent, je ne partage pas toutes les idées de Brahim, bien qu'on soit très courtois, mais je ne partage pas les idées de Rached, mais j'ai des relations normales, je veux dire, avec d'autres aussi. Donc, ce qui compte pour nous, et je l'ai dit plusieurs fois, c'est qu'on qu'on arrive à élaborer des valeurs sur lesquelles le débat peut être lancé.
Bon, les gens les appellent préalables. Appelons-les préalables si vous voulez, mais ce n'est pas le souci. Mais on ne peut pas se faire l'économie de rentrer dans le dur. Pour le moment... il est clair que tu étais là, au téléphone, Oui. lundi dernier, je crois, Oui. où, en effet, je crois que la révolution est en train... Elle avait trouvé un moment, le lien. J'ai trouvé le lien. Quel est le lien qui, comme tu dis, qui ferait nation? Tout à fait, c'est important. J'ai dit la dernière fois que jusqu'à il y a quelques années, il faut le dire, jusque dans les années 90, peut-être un peu avant, c'est l'islam qui faisait le lien. Dès qu'il y avait une perturbation entre les tribus, etc., et c'était le lien de tous les autres liens qui unissaient les Algériens entre eux. Pas dans toutes les régions, peut-être. Voilà. Non, même dans les régions. Pendant la Révolution, ça a été un élément fondamental. Pendant la Révolution armée. Juste pour apporter de l'eau au moulin, même au sein de la Tajmat, c'est ça. La cellule de base démocratique du peuple, Oui. l'imam avait un rôle de lien à jouer Entre les différents... Ce n'était pas lui qui était le chef de la Juma. Non, ce n'est pas le chef. C'est le lien qui pouvait trouver des consensus. Si tu veux, en dernière instance. En dernière instance, quand l'accord ne se faisait pas, d'ailleurs j'ai dit un jour, Ahirash Koutajma vient de Jma', il a fait un peu, ça vient de là, qu'il le veuille ou non, ça vient de là. De l'Ijma', de l'Ijma'. Du consensus. Du consensus. Oui, consensus. Ça vient de là. Alors, ce que je veux dire, en dernière instance, c'est l'imam, c'est l'amine qui décidait. Oui, l'amine, Qui valide, parce que c'est les hommes qui trouvaient le consensus, qui menaient au consensus, qui essayaient de... Alors, comme il ne reste plus beaucoup de temps, d'abord, Mahrez Bouy, sur cette question de ces trois catégories, grandes catégories de Baltagia, les Baltagia de base, la justice et les intellectuels, auxquels j'avais oublié de rajouter les journalistes, les gens des médias. Qui ont été récompensés vont être vaccinés comme prioritaires. Alors, tous, sur cette question, Mahrez, puis nous ferons un dernier tour de micro sur une question très importante que j'aimerais vous poser à tous les trois. Allez-y, Mahrez Bouich. Bon, pour le Baltagia, d'abord, le concept Baltagia, déjà, il a besoin d'une clarification assez claire, pour ne pas tomber un peu de mettre tout le monde dans le même sac. Et pourquoi maintenant le système a opté pour le Baltagia à un moment donné? Effectivement, parce que le système, comme je l'ai dit tout à l'heure, a considéré toujours les Algériennes et les Algériens comme une foule. C'est comme ça, c'est la réflexion du système en place. Le régime, il considère que les Algériennes et les Algériens qui sont immatures, qui n'ont pas encore arrivé à une certaine maturité politique, qui peut leur permettre justement de construire un État. À tort, bien sûr, mais c'est comme ça, c'est ça le fonctionnement du système. D'ailleurs, il a toujours empêché les Algériennes et les Algériens de s'organiser. Et pendant le Hirak, il a intégré bien évidemment le Baltagia parce que, effectivement, je rejoins tout ce qu'a dit tout à l'heure Brahim. Moi, j'ai tout le temps considéré que le peuple est mature. J'ai toujours considéré que le peuple, effectivement, a prouvé une rationalité à travers le Hirak, mais d'une façon extraordinaire, sans pour autant tomber dans le populisme. Et je peux vous l'expliquer d'une façon claire. La rationalité du Hirak est clairement observable, du moins par son pacifisme. Maintenant, pourquoi le système a intégré dans le cadre de sa contre-révolution de Baltagia, c'est pour justement détruire le pacifisme qui est l'un des éléments qui prouve justement la rationalité du Hirak. Deuxième élément, c'est que bien sûr, il y a les slogans politiques et sociaux. Ça reflète effectivement une forme d'auto-organisation et de conscience politique assez importante et assez rationnelle au sein du Hirak depuis le 22 jusqu'à pratiquement le mois de mars dernier, c'est-à-dire le jour où le peuple a décidé de cesser les marches ou de suspendre les marches pour des raisons du corona. Et bien sûr, le troisième qui reflète un peu la rationalité du Hirak, c'est les objectifs et les revendications qui sont très clairs et qui sont bien sûr observables à travers tous les slogans scandés par le peuple algérien. Moi, je ne doute pas, bien évidemment, mais moi, je parle d'une façon claire et objective. Qu'est-ce que pense le régime du peuple algérien? Le régime considère le peuple comme une foule. D'ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, sans pour autant revenir sur cette question, il a tout le temps empêché de s'organiser parce qu'il sait pertinemment qu'une organisation
politique ou syndicale ou associative peut permettre au peuple justement d'exercer de plus en plus cette rationalité. Donc il considère comme une foule et une menace. Et une menace, c'est clair. Le deuxième élément que je voulais justement évoquer, c'est la question de perturbation. En tout cas, au sein du Hirak, oui, il peut y avoir des perturbations pour des raisons X et Y. Ça, c'est tout à fait normal. Mais au niveau du système, je ne pense pas que ce sont des perturbations. Le système a adopté, Jamal, une contre-révolution bien structurée. Il se fait justement de l'analyser profondément. C'était tout à l'heure certains éléments, certains moyens utilisés par le régime, mais je ne pense pas que le régime a essayé de perturber. Non, il a mené une contre-révolution bien structurée et encore plus, il a mis les moyens nécessaires pour justement contrecarrer la révolution à travers une contre-révolution bien claire. Et je pense personnellement, comme vous, contre Brahim Younsi. Je vous l'avoue franchement. Bien sûr, c'est une contre-révolution bien structurée, bien théorisée, bien réfléchie. Ont bien théorisé, etc. Alors, Mahrez, je me permets de... Si vous me permettez, c'est juste un point, parce que moi, tout à l'heure, quand j'ai parlé de la troisième catégorie, le soutien idéologique, bien évidemment, je ne suis pas en train de comparer, je parle d'une manière objective. J'ai dit que l'histoire moderne de l'Algérie donne des exemples où des intellectuels, des partis politiques ont soutenu le régime en place pour des raisons idéologiques. Il n'y a pas que le PAX, je respecte énormément le PAX, je sais pertinemment que c'était des intellectuels et qui sont des défenseurs des droits, de la légalité, de la question des droits de l'homme, des droits socio-économiques, une vision intellectuelle assez intéressante. Mais ce n'est pas à moi d'enlever ça. Le soutien critique existe. Ça a été aussi certains intellectuels qui ont soutenu le régime après l'arrêt du processus électoral. C'est la même chose qu'en 1999. Des progressistes ont été même nommés ministres du Bouteflika à l'époque, mais les islamistes ont tout le temps soutenu le régime pour des raisons idéologiques. Mais en tout cas, ce n'est pas des parallèles que je fais ou de comparaisons, mais c'est effectivement, il faut analyser maintenant ce soutien idéologique. Pourquoi des partis politiques ou des personnalités politiques ou des tendances politiques, y compris des progressistes, ont soutenu à un moment donné le régime. C'est une analyse objective qu'il faut faire pour ne pas tomber justement dans le soutien du régime, et puis à la fin on dit apparemment le régime il est autoritaire et dictatorial et bien sûr despotique. Alors il dirait Brahim Younsi qui souhaite apporter une réponse chacun, mais j'aimerais que ce soit assez bref. Ce que je voulais dire à Mahrez, c'est que je ne pense pas que le PAX a soutenu dans son entrisme la politique du FLN. Il voulait les emmener encore plus à gauche. Pourquoi le FLN avait une politique ? Non, je parle, il a dit idéologiquement. Non, Monsieur Benchelouf. Enfin, donc c'est uniquement ça. Pour les islamistes, ils ne l'ont pas soutenu de manière idéologique. Non plus, c'est qu'ils les ont cooptés, ils ont eu une feuille de route à tous ces partis islamiques pour avoir des strapontins, quelques Marocains et surtout des dividendes rentiers et protocolaires. Pas plus, pas moins. Il n'y a même pas une évolution dans la pensée islamiste. Moi, je reviens à la contre-révolution et je ne vais pas vous convaincre. Ouais. Moi, je ne crois pas qu'il y ait une contre-révolution, parce qu'une contre-révolution charrie aussi des idées. Quelles sont les idées de cette contre-révolution ? La révolution a des idées. Pas forcément. Une contre-révolution peut ne pas avoir d'idées. Non. Vous regardez tous les théoriciens... Quand vous prenez la contre-révolution de Pinochet, elle n'avait pas d'idée du tout. Non, ça, c'est pas le problème. Ce n'était pas une contre-révolution. C'était pas une contre-révolution. Mais alors, c'était le maintien du régime, le maintien des systèmes. Militaire. Ça, ce n'est pas véritablement une contre-révolution. La contre-révolution, ce n'est pas, paradoxalement, la royauté qui l'a faite, mais ce dont vous parliez, et singulièrement l'Église et les intellectuels. Singulièrement l'Église et les intellectuels. Ce n'est pas la monarchie qui l'a faite. Ce que je veux dire, c'est au plus pour moi. Je maintiens la perturbation qui existe dans la révolution. Alors mettons-nous d'accord au milieu. C'est la réaction. Voilà, un modus vivendi. Allez, on voit. Alors, subversion. Il y a une réaction. Une réaction. Il y a une réaction. La réaction, c'est l'autre synonyme de contre-révolution. Pas forcément. Attends, Brahim, juste pour terminer, ce que je voulais dire, la contre-révolution,
Écoutez, pour moi, c'est une contre-révolution qui a été menée, parce qu'au-delà de l'opération Zouave, au-delà de l'opération Zéro Kabyle, au-delà de l'opération, encore une fois, du drapeau Amazigh, la Kabylie est restée unie par rapport à Hirak, et ça a été un élément moteur. D'abord, il faut les saluer rien que pour ça. C'est vrai. Mais la contre-révolution a joué, excuse-moi Brahim, pour les deux, oui. L'élection contre la démocratie. C'est-à-dire que la contre-révolution a validé ces élections. C'est ça, contre la démocratie. Et que Brahim, perturbation, moi je te l'accorde. Tu es ami. Alors, nous allons passer à la dernière question qui est très importante, à mon avis, de mon point de vue. La bipolarisation, que là, le régime l'a vraiment pensé. Il l'a pensé comme un acte de contre-révolution. Il a voulu mettre en place sur scène une bipolarisation, j'allais dire, réductrice et cause de fracture. Ce n'est pas la bipolarisation qui peut enrichir, c'est la bipolarisation clivage. Qui a amené ce fameux mot que vous avez prononcé de préalable démocratique, qui est perçu par beaucoup de gens, et j'aurai bientôt fini, par beaucoup de gens comme la volonté d'une minorité idéologique d'imposer un cadre, le seul cadre qui puisse permettre de continuer à aller ensemble de l'avant. Faute de quoi, si les gens ne rentrent pas dans ces préalables démocratiques, oui. La minorité refuse toute autre alternative. Or, pourquoi d'abord ne pas refuser la bipolarisation, comme cela a été dès le début du Hirak, il n'y a pas eu de bipolarisation du tout. Les revendications étaient très claires et collectives. Et pourquoi ne pas parler de consensus au lieu de préalable démocratique? C'est-à-dire, la différence, c'est que le consensus est fixé par tous. C'est un cadre qui est discuté et accepté par tous, plutôt que le préalable qui est significatif d'une condition. Et je vous laisse la parole à tous les trois, il nous reste peu de temps, j'aimerais que vous puissiez échanger. Quand on parle de préalable démocratique, ça peut s'appeler, moi ça ne me choque pas qu'on parle de préalable démocratique, parce que ce qui compte, c'est qu'on n'échappera pas, on ne fera pas l'économie de ce débat-là. Mais est-ce que ce débat, aujourd'hui, est plus important que ce que je veux dire là, dans la démarche d'unité d'action par rapport au système? La question mérite d'être posée. C'est des valeurs sur lesquelles tout le monde doit s'accorder. Ce n'est pas autre chose, c'est sur des valeurs. C'est la citoyenneté, c'est les libertés individuelles, c'est les libertés collectives, c'est le primat du droit, c'est comment paramétrer les nouvelles normes qui vont régir à la fois le champ social, et le champ sociétal et le champ politique. C'est toutes ces questions, l'alternance au pouvoir, la démocratie, etc., etc. C'est toutes ces questions-là. Bon, pour moi, c'est dans ce cadre-là que l'ensemble des forces politiques, on va dire un vieux mot des années 70, agissantes, pourraient trouver tous ensemble les voies et moyens pour avancer. Parce que sans ça, on n'avancera pas. Si on disait comme préalable un seul point, oui. Est-ce que d'après vous, il ferait consensus ou non? La souveraineté, la seule souveraineté est celle du peuple. Moi, je crois que tout le monde s'accorde à... Mais est-ce que cela pourrait constituer un préalable démocratique? Est-ce que cela pourrait vouloir tout dire? Ça veut dire, par exemple, certains islamistes extrémistes ne s'y retrouvent pas. Ils vous disent « Sharaïa lillah ». Par exemple, comme d'autres éradicateurs de droite, ils peuvent vous dire « Non, oui, le peuple, mais à condition que nous soyons d'accord ». Vous savez, c'est toutes ces questions qui vont agiter la scène politique à un moment ou à un autre. Le plus tôt serait le mieux pour que nous puissions entamer les choses et vraiment mettre le pays sur orbite avec toutes les crises protéiformes, etc. Je ne pense pas que ce que vous venez de dire puisse faire consensus. Parce que, non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce qu'on rentrerait dans le cadre idéologique quel mode de scrutin, quel État il nous faut, est-ce qu'on a une réforme institutionnelle, est-ce qu'on passe vers le système. Tout ça doit être réglé. C'est pour ça que je dis que la transition, je vais choquer peut-être beaucoup de ceux qui nous regardent, ça m'a demandé Obama une génération. Franchement, Obama. C'est-à-dire, si on trouve déjà le consensus par lequel progressivement ce système va lâcher, et comment construire l'alternative un temps soit peu à une cadence assez rapprochée, là, à ce moment-là, peut-être. Mais pour les mécanismes et
les mécanismes de l'État profond, les déstructurer, les déconstruire. Il y a l'école, il y a le chantier de l'école, il y a le chantier de l'administration. C'est vrai que ce n'est pas simple. C'est pas simple. Mahrez Bouich, en moins de 3 minutes sur cette question gravissime, très importante de mon point de vue. Effectivement, une question très 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 importante. D'abord, la question de la bipolarité, la bipolarisation clivage, c'est bien évidemment cette bipolarité. Elle a été parmi les moyens ou les instruments de contre-révolution qui ont été adoptés par le régime. Je ne dirais pas que les Algériens ont dépassé effectivement cette bipolarité, islamiste ou laïque ou progressiste ou éradicateur conciliateur. Ça reste depuis pratiquement longtemps. Je ne vais pas rentrer dans les textes parce qu'il y a des textes effectivement, même bien avant le Hirak. Cette question-là a été toujours le moteur, je dirais, qui motivait les uns et les autres. Certainement, le système en place a essayé, par une logique réductrice, c'est-à-dire de réduire toutes les revendications du Hirak à une question de bipolarité, à une question de dualité entre deux projets diamétralement opposés. Mais ce qui est important à retenir, c'est que le Hirak, depuis le début jusqu'au mois de mars, n'a jamais revendiqué aucune, je dis bien aucune, revendication idéologique. Maintenant, la question du préalable, la question des fondamentaux ne pose pas problème. Pourquoi ne pose pas de problème les fondamentaux? Parce que les fondamentaux, ils sont bien définis par les revendications du peuple qui sont trois. La question de la rupture radicale et pacifique avec le régime en place, la question de l'instauration d'un état de droit, la question de la recouverture de la souveraineté ou de la volonté populaire. Et je me permets de vous interrompre, Mahrez, je suis désolé, je vous ai laissé de finir les 3 points essentiels parce que nous arrivons à la fin de l'émission, nous avons même débordé, et donc 3 minutes aussi à Brahim Younsi pour conclure. Je vais essayer de rentrer dans les 3 minutes, parce que le sujet que nous posons est très important et très vaste, mais je crois que cette révolution a une mémoire et une histoire. Ce n'est pas une révolution spontanée. Je veux dire qu'il y a un travail, une accumulation. Non, mais je veux dire, pas seulement, une accumulation de travail qui répond aux questions que nous posons. Depuis 1962, avec les partis de l'opposition qui se sont créés, jusqu'à aujourd'hui. Toutes ces questions-là ont été posées. Et tout à l'heure, j'ai parlé des accords de Rome entre les différentes oppositions. Le pouvoir, l'opposition ou la révolution, elle s'adresse évidemment aussi au pouvoir, mais elle s'adresse aussi et surtout à la population. À la population. Mais il y a un travail, il y a une mémoire. Il faut revoir ces textes-là. L'alliance FFS-MDA que nous avons signée, il y a beaucoup de choses très intéressantes. Il y a l'accord de Rome, il y a beaucoup de textes, des textes du FFS, des textes. Reprendre FLN, absolument. Reprendre tous ces textes-là, il y a un travail, la matière est là. Si je peux me permettre, juste pour terminer. Vous avez 15 secondes. Oui, 15 secondes. Alors, 15 secondes, j'ai un message juste à lancer à nos compatriotes en France. Il y a un homme, c'est Karim, qui fait des fresques, ce beau travail, qui lui prend beaucoup de temps, et il a besoin de tissu, il ne vous demande pas d'argent. Tissu blanc, si possible. Tissu blanc, absolument. Voilà. Du tissu, non, il faut du tissu blanc. Seulement du tissu blanc et des bombes de peinture acrylique. Et si vous voulez, je vous ferai rentrer demain par téléphone, ne serait-ce que pour 15 secondes, pour en parler, parce que nous arrivons vraiment... on a vraiment débordé sur le programme de Londres. Merci, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Merci, Brahim Younsi. Merci, Dirou Nourn. Merci, Mahrez Bouich. Encore merci d'avoir suivi cette émission. B'khaw ala khair, b'slama.